Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence et puis merci de votre présence aussi. Les témoignages que nous allons entendre, j'en suis sûr, vont nous permettre de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de l'IUT. Dans le cadre des 50 ans, on a souhaité inviter des personnes à témoigner, des personnes importantes de l'IUT. Je me présente, je m'appelle Jérémy Sipielewski, je serai ici en tant qu'animateur. Je me permettrai aussi de prendre le rôle de maître du temps que je n'ai pas encore respecté, puisqu'on a perdu déjà 5 minutes. Mais je me permettrai d'être impoli et malheureusement de devoir parfois couper nos intervenants. Mais n'hésitez pas, vous pourrez échanger avec eux tout au long de l'après-midi si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui aura été abordé. Sans plus attendre, je laisse la parole à monsieur Laurent Besse, qui est maître de conférence en histoire au département Carrière sociale, qui va nous parler de la création des IUT dans le milieu des années 1960. Donc, quelques éléments pour replacer la création de l'IUT de Tours dans un contexte plus large, qui est celui donc, de la politique universitaire des années 60. Alors, les IUT sont créés par décret en janvier 1966 dans un contexte de croissance. Croissance qui est d'abord celle de la croissance démographique, puisque, en gros, en 1966, les premières générations du baby-boom arrivent à l'âge des études supérieures. Sachant que non seulement ces jeunes du baby-boom, ils sont beaucoup plus nombreux que les jeunes des générations antérieures, mais ils sont bien davantage scolarisés, puisqu'il y a 10% de bacheliers en 1959 par génération, il y en a 25% en 1968. Donc c'est le premier élément. Deuxième élément, cette forte croissance des effectifs scolaires et universitaires suscite dans la majorité politique gaullienne de l'époque, mais plus largement un certain nombre de craintes quant au niveau des étudiants. Et les IUT s'inscrivent dans la politique gaullienne d'orientation sélective. Et ils sont destinés, c'est l'arrière-fond, à absorber le flot d'étudiants moyens. C'est en tout cas comme ça qu'ils ont été pensés par le Premier ministre Pompidou et son entourage. C'est-à-dire détourner les moins bons bacheliers de l'université, à savoir la licence, qui est réorganisée en cette année 1966 avec la création de ce qui va donner le DUG en 2 ans, puis la licence 3 ans et le second cycle avec maîtrise et les études doctorales. Donc, les IUT sont créés avec cet objectif. Il n'est pas question, à l'époque du bac de technicien, il est très peu évoqué, même s'il est mentionné dans le décret, il n'est pas pensé comme une voie spécifique d'accès vers le DUT. Deuxième élément de croissance, cette politique de création des IUT s'inscrit dans une politique d'aménagement du territoire avec une volonté de décentraliser l'équipement universitaire qui est très fortement concentré en région parisienne. Au début des années 1960, plus de 60% des effectifs étudiants se trouvent en région parisienne. Et par exemple, entre Paris, Poitiers et Rennes, il n'y a aucune faculté. Il n'y a rien. Et donc, les IUT sont aussi destinés à combler ces lacunes de la carte universitaire. Et c'est à ce titre que c'est une politique rapide, massive, massifiée. Les locaux dans lesquels nous nous trouvons, qui sont des locaux qui témoignent d'une politique industrialisée, témoignent de cette volonté de construire vite. Pas forcément d'ailleurs si mal que ça, puisque 50 ans après, nous sommes encore dedans. Ces IUT sont créés au sein des universités, les universités qui sont alors des coquilles vides, ça n'existe que nominalement. La vraie réalité, ce sont les facultés qui ont une existence purement disciplinaire, donc le droit, la médecine, les lettres et les sciences, et ce qui se pose problème pour des formations professionnelles, nécessairement inter- ou transdisciplinaires. Et on va donc utiliser l'Institut, donc une procédure qui avait été inventée à la fin du 19e siècle pour créer des écoles d'ingénieurs à l'intérieur des universités. Ça va resservir pour créer les IUT, comme ça avait servi 10 ans plus tôt pour créer les INSA, les Instituts nationaux des sciences appliquées.
L'objectif, c'est de former les techniciens supérieurs dont l'économie française en croissance a besoin. Pour cela, on avait créé en 1962 les premières sections de techniciens supérieurs, mais cela ne suffit pas. Et donc les IUT sont pensés comme une composante universitaire, mais originale, inspirée des écoles d'ingénieurs, avec une forte présence de ce qu'on appelle à l'époque les socio-professionnels, c'est-à-dire des intervenants professionnels des différents métiers, qui forment les équipes enseignantes en compagnie d'enseignants du second degré et d'enseignants-chercheurs, donc, ce qui est une originalité des IUT au sein du monde universitaire. Cette création des IUT a le soutien du patronat, enfin en particulier de l'actuel MEDEF, ce qui ne veut pas dire pour autant que ne se pose pas très vite la question de la reconnaissance du diplôme DUT dans les conventions collectives. Dernier point sur lequel je veux insister avant de laisser la parole à d'autres, à de vrais témoins, c'est que l'objectif est un objectif industriel. Fondamentalement, à l'époque, les IUT sont créés pour le secteur secondaire, en particulier industriel. À l'époque où l'on pense en termes de retard de la France en termes de formation d'ingénieurs et de techniciens, le tertiaire, d'une certaine façon, n'est venu que comme composante complémentaire, et dans l'immense majorité des IUT, il n'est pas au centre dans les années 60, au moment de la création. Et de ce point de vue-là, l'IUT de Tours est très original. Et je passe tout de suite la parole à Jean Lagoutte. Bien, je voudrais dire tout de suite que évoquer ici la personne de Jean Luthier ne vise ni à exercer une forme de commémoration, ni une forme de célébration de sa mémoire. Je pense que la modestie dont il a toujours fait preuve quand il était en activité parmi nous l'aurait fait franchement rigoler s'il avait entendu parler de commémorer, de célébrer ou de choses comme ça. Simplement, je voulais montrer rapidement comment, dans la situation atypique dans laquelle se trouvait la création de l'IUT de Tours, sa propre personnalité, son parcours lui aussi atypique, ont permis la construction d'un établissement avec une particularité forte, c'est que l'IUT de Tours, à ses débuts, n'est pas seulement un IUT tertiaire, c'est aussi une institution. Alors que dans les autres IUT, les départements étaient issus de laboratoires, de gros laboratoires de faculté des sciences, et constituaient donc des féodalités dont le directeur était nommé mais régnait fort peu sur chacune des composantes. L'IUT de Tours va devenir un établissement plutôt cohérent, plutôt bien organisé. Et j'en veux pour preuve que le premier rapport d'inspection générale, j'en ai eu le témoignage ensuite de l'inspecteur général qui l'avait réalisé, a découvert en arrivant à Tours dans les années 71 que c'était la première fois que le directeur savait ce qui se passait dans sa boutique. Voilà. Alors, la situation particulière par rapport à ce qu'a dit Laurent, c'est que le recteur Antoine, qui avait décidé que Tours serait doté d'une faculté de lettres et d'une faculté de médecine, et Orléans d'une faculté de sciences et d'une faculté de droit, faisait que l'IUT va se développer dans un environnement universitaire qui ne s'intéresse pas du tout à l'IUT. Le seul moment où la faculté des lettres s'y intéresse, c'est autour du département carrière de l'information, mais André en parlera. Et de fait, le porteur de projet du département carrière de l'information profitera de création d'emplois après mai 68 à la faculté de Nanterre pour rejoindre cette faculté. Il s'agissait de Philippe Vigier, bien qu'il ait été créé à la faculté de lettres, en section d'histoire, un institut de la presse et de l'opinion censé nourrir de ses recherches les travaux du département carrière de l'information. Donc, la boutique est complètement inventée. Il faut construire le partenariat avec les employeurs. Et les facultés elles-mêmes n'ont que très peu de spécialistes des domaines concernés. Carrière sociale, carrière de l'information. Pour les spécialistes de la philosophie, du grec ou de l'histoire médiévale, ça n'a pas grand sens. Donc,
M. Luthier est un médecin qui s'est spécialisé dans les questions des relations médecin-malade à partir de sa propre expérience de médecin généraliste, puis est rentré à la faculté de médecine comme chef de travaux, où il exercera son activité à l'Institut national de médecine agricole, qui forme les médecins de la médecine agricole, et en médecine du travail, puisqu'il est par ailleurs médecin conseil au commissariat à l'énergie atomique. Alors, il va essayer à la faculté de médecine de lancer des cours ou des formations pour préparer les futurs médecins à la relation médecin-malade, efforts qui buteront très vite sur le refus des psychiatres de voir entrer dans leur faculté quelque chose qui puisse ressembler à de la psychologie de loin ou de près. Donc il s'investit dans les formations de travailleurs sociaux. À cette occasion, il noue des contacts avec Jeunesse et Sport à l'occasion de la création par ce service départemental d'un 1000 clubs, une opération d'industrialisation des clubs de jeunes de M. Misoff, puisqu'il est médecin conseil du CEA à Mons, ce qui fera de lui le tout normal directeur du chef de département carrière sociale. Philippe Vigier étant parti, il devient le plus ancien dans le grade le plus élevé et il devient directeur de l'IUT de fait. Alors, il met ses recherches en psychologie sociale de côté et il va s'investir entièrement dans la direction de l'IUT. M. Luthier était un homme de culture. Il avait édité des érudits locaux dans l'Indre, publié des textes inédits de Georges Sand avec son ami Joseph Thibault. C'est un homme de culture et un notable tourangeau, mais du côté culturel plutôt que mondain. C'est lui qui va faciliter la donation d'œuvres anciennes de son ami, on disait antiquaire autrefois, c'est-à-dire collectionneur de livres rares, avec René Fillet, le conservateur de la bibliothèque de Tours. Et cet homme de culture va veiller à ce que dans l'IUT, on ait de la culture. Les premiers enseignants du département carrière sociale, c'est un professeur de l'école des beaux-arts, un professeur du conservatoire. On voit donc qu'il a le souci de la qualité et de ne pas bricoler ou de ne pas faire n'importe quoi. C'est aussi un humaniste, dans ce sens qu'il a toujours eu le souci de l'équilibre de la vie des étudiants. Deux exemples. Quand on construit le bâtiment, il réserve un espace qui malheureusement a été mangé depuis par le bâtiment de biologie appliquée pour faire un terrain de sport. Eh oui, on n'avait pas le moyen on n'avait plus de place pour construire le bâtiment. Et dans les départements carrière sociale, c'était doté d'un piano pour je ne sais quel exercice. M. Luthier exigera que ce piano soit mis à libre service à la disposition des étudiants. Mens sane corpore sano. Tous ces choix vont peser dans l'intérêt des étudiants. Ainsi, au tout début de la maison, c'est lui qui poussera très fort, et il faudra pas mal d'énergie, pour que le redoublement de l'étudiant soit exclu. Il considérait, et nous étions un certain nombre puisque ça a été adopté, que la décision de redoublement était une décision qui consistait à ne pas faire de choix. Et il pensait que pour le bien-être des étudiants, on choisissait ou éliminé ou admis. Ce qui évitait d'encombrer les promotions des redoublements et donc d'ouvrir davantage de place aux nouveaux arrivants. En même temps, cet homme de culture, cet humaniste, est aussi un notable tourangeau, je l'ai dit. Il appartient à la société tourangelle et à ce titre, il va mettre avec une grande libéralité ses relations personnelles de notables au service de la coopération avec les services de l'entreprise. Il arrangera les choses avec une chambre de commerce qui n'est peut-être pas très favorable à la collaboration avec l'université, alors même qu'à l'époque, dans le monde enseignant, nous étions considérés à l'IUT comme de l'enseignement technique et il n'était pas très très bien vu d'avoir des relations trop étroites avec le patronat. Donc, il va faire le pont entre ces deux mondes, et tout cela dans un souci de grande modernité. Alors, pour asseoir cette modernité, Luthier va construire une maison, je dirais. Le premier effort qu'il va faire, c'est de créer le conseil de direction.
C'est-à-dire qu'il instaure une réunion hebdomadaire des chefs de département de lui-même et du responsable administratif que j'étais à ce moment-là, où chaque semaine, on discute des choses, mais tout aussi bien de la pédagogie, je parlais du redoublement, aussi bien de l'équipement, des moyens. Il construira une maison en influant à peu près dans tous les domaines sur des recrutements variés et complémentaires. Il souhaite échapper aux chapelles idéologiques, aux lobbies, et de ce fait, il prendra un soin jaloux à toujours multiplier les sources de recrutement, l'origine des gens, avec une particularité dont je me rends compte après coup, c'est que M. Luthier était un universitaire un peu atypique, puisqu'il était en rupture en quelque sorte avec les mandarins de la faculté de médecine, et qu'il avait arrêté sa thèse de lettres, donc il n'appartenait pas au mandarinat habituel. Ce qui fait qu'il va faciliter le recrutement de personnalités atypiques qui s'investiront de ce fait plus largement dans le fonctionnement de la maison que s'ils avaient été étroitement rattachés à un laboratoire d'origine ou à une faculté de référence. En dehors de son activité à l'intérieur de l'IUT, M. Luthier a conservé une ouverture nationale qui le fera, pendant de nombreuses années, président de la Commission pédagogique nationale carrière sociale, mais il sera également membre de commissions nationales, parce qu'à l'époque de la construction de l'IUT, c'était Jacques Chaban-Delmas qui était Premier ministre, et dans l'entourage de Jacques Chaban-Delmas, il y avait un certain nombre de commissions de réflexion, je dirais plutôt proches de la CFDT, qui, par exemple, essayaient de réformer les études médicales. M. Luthier participera à cette commission qui n'aura aucun effet sur la dimension médecin-malade qu'il souhaitait y développer. Mais il siégera aussi dans une commission de réflexion sur les problèmes d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Et c'est à ce titre, mais ça Robert en parlera, qu'il deviendra l'inventeur des départements, enfin de l'option génie de l'environnement dans les départements biologie appliquée et le co-créateur des départements hygiène et sécurité pour les questions plus liées, je dirais, aux pompiers de Paris. Merci, Monsieur Lagoutte. Il va falloir... je vous laisse, oui, j'y pense, merci. Je vous laisse conclure. Il va falloir y penser rapidement. En même temps que cette ouverture nationale, Jean Luthier conserve une implication locale forte. Alors qu'il n'appartenait pas du tout aux milieux syndicaux de l'université quand elle se met en place, il soutiendra la candidature de Jacques Baudy, dont il fallait à l'époque que le président élu ait 2/3 des voix du conseil d'université. Baudy a été élu et M. Luthier l'avait soutenu. Il hébergera d'ailleurs les services de la présidence dans les bâtiments qui, à l'époque, étaient nettement surdimensionnés par rapport aux effectifs d'étudiants. Il soutiendra une initiative de formation continue qui fera que le DUT Carrière Sociale de Tours sera un des premiers DUT de France à être délivré en cours d'emploi. Il avait soutenu comme ça l'initiative de 2 collègues de l'IUT qui voulaient former les maîtres itinéraires agricoles du département de l'Indre. Sauf qu'après, quand il a fallu financer cette formation, on a été obligé d'inventer la préparation du DUT en promotion sociale du travail, comme on disait en ce temps-là, puisque c'était juste antérieur aux lois sur la formation continue. Il assumera la responsabilité des communs du château d'Azelferron, que l'université n'avait guère aidé. Mais surtout, et puis je conclurai là-dessus, il a toujours été soucieux de modernité. À l'époque, il n'existait pas de labos de langue comme ceux que vous avez vus sur les photos. Donc il demandera à M. Meunier, qui est un professeur d'allemand du lycée Descartes, qui avait mis pour la ville de Tours un bricolage de magnétophones sur des tables, d'installer les mêmes laboratoires dans l'IUT. Il emprunte à la Nouvelle République pour le département info une linotype et il récupère à la fac de médecine une offset que les médecins ne savaient pas utiliser, évidemment, mais ils n'avaient pas non plus le personnel technique pour les faire tourner. Et c'est là-dessus que l'Université de Tours, en 1973, sortira le premier volume de ses collections, les lettres à Madame II sur je ne sais plus quoi. Vous le retrouverez dans les bibliothèques.
Enfin, il soutiendra toujours le développement de labos photo, de labos son, de labos télé. Et il y en a ici dans cette salle qui se rappelleront les multiples et successifs avatars de ces labos bricolés, récupérés, rachetés, revendus. Pour conclure, je dirais que la situation atypique de l'IUT a permis à Jean Luthier d'exprimer ça. Et s'il y a abandonné sa carrière universitaire, puisqu'il restera chef de travaux jusqu'à son décès, malheureusement un peu précoce, il aura constitué un établissement qui aura plutôt bien tourné, et j'espère qu'il tourne encore très bien. Merci, monsieur Lagoutte. Je donne la parole maintenant à monsieur Berco-Vicius, qui a été chef du département information-communication et qui va notamment nous parler de son département. Bon, on va tout sabrer pour essayer de revenir dans les temps. Tu vas quand même pas t'encrouter dans ton lycée pendant toute ton existence. M'avait dit un jour, printemps 69, Paul Bachelard, dit on a besoin de toi, viens à l'IUT. Je sais pas trop bien ce que c'était, moi, l'IUT. À peine j'en avais entendu parler. Je savais pas trop ce qu'on y faisait, je connaissais mal les métiers qu'on y enseignait. Paul m'a convaincu, il m'a dit je te prends rendez-vous avec le docteur Luthier. J'ai mieux compris dans ce qu'a dit tout à l'heure Jean Lagoutte pourquoi ça avait fonctionné. Je n'ai pas caché au docteur Luthier que j'ignorais tout de tout, que j'avais de surcroît la tare d'être un homme que l'on disait d'extrême gauche, en tout cas au moins de gauche, d'être un syndicaliste militant. Et il a dit c'est bien, je vous prends. Ça m'avait surpris, je ne m'y attendais pas. Et c'est ainsi que, à la rentrée en 69, je me suis retrouvé dans le même préfabriqué, vétuste, sale et inconfortable, qui m'avait accueilli 5 ans auparavant comme jeune agrégé au lycée Paul-Louis Courier. Le bâtiment avait simplement un peu plus vieilli. Et je trouvais que c'était un drôle de symbole pour ce qui allait être quand même une des créations les plus originales de l'enseignement supérieur. C'était étrange. Et j'avais, moi, l'impression d'être un peu Daniel qui entrait dans la fosse au lion. J'ai toujours été étonné d'en ressortir vivant. Tout à l'heure, on vous l'a dit, les IUT ne devaient rien à l'effervescence de mai 68. Ils avaient été créés avant par quelqu'un qui n'était pas spécialement un homme ouvert ni avancé, qui était M. Fouché. Peu importe. La structure était là. Il s'agissait de la faire vivre. Le seul problème, et ça restait une ambiguïté qui reste aujourd'hui encore sous-jacente, devait-on tourner vers la technologie des bacheliers généraux ou offrir un débouché à l'enseignement supérieur à des techniciens? Pour nous, la réponse est très simple, c'était des bacheliers généraux, et donc notre recrutement était un recrutement qui s'adressait, je dirais, aux bacheliers classiques essentiellement, surtout dans les domaines que nous couvrions. Pourquoi? Excusez-moi. Quand on sabre trop, ça finit par ne plus tenir debout. Le deal, c'était que les choses se fassent au moindre coût. Sur ce plan-là, le contrat avait été parfaitement rempli. L'inventaire initial était simple. On n'avait rien. Quand je dis rien, c'est rien. Pas même un morceau de papier. La Nouvelle République, dans beaucoup de générosité, nous accordait les chutes des rotatives sur lesquelles, ma foi, nous faisions travailler les étudiants. Notre département a une structure d'origine qui était assez simple. Il y avait un pôle communication et il y avait un pôle information. Pôle communication
comprenait des choses étranges. Ça s'appelait des relations publiques. Pour nous, ça voulait dire cocktail et petits fours. Il n'y avait pas de ligne budgétaire pour couvrir ces dépenses-là. Il y avait de la publicité. À côté, nos camarades de TC en faisaient aussi, et je pensais qu'ils faisaient ça beaucoup mieux que nous. Ça a duré, clopin, quelques années, et le jour où j'ai pris les rênes du département, j'ai supprimé, enfin un peu scandale, j'ai supprimé ces options-là, et refondé le département sur ce qu'il savait faire, ou du moins ce qu'il pensait savoir faire, le journalisme d'une part, et la documentation de l'autre. La documentation, c'était pas clair non plus. La plupart des gens disaient « La documentation, c'est quoi ?» Ben, en gros, c'est les bibliothèques. Et là aussi, ça a créé une ambiguïté qui, pendant longtemps, a plombé un peu le développement. Nous avions une tutelle qui naissait de l'origine même de l'IUT, avec, on a évoqué le nom de René Fillet. Il y a eu Noé Richter, c'était de très grands conservateurs des bibliothèques. Ils pesaient de tout leur poids, un poids parfois trop lourd, pas peu Fillet, mais en tout cas Noé Richter. Et nous avons eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à autonomiser le département. Il a fallu le duo de Christiane Voland et Martine Arnal pour essayer de se sortir de là. Et pendant longtemps, quelqu'un que nous regrettons toujours, qui était Jean Campan, qui fut une sorte de cheville ouvrière du département, et moi-même, nous faisions de temps en temps ce que nous appelions le pèlerinage à Canossa. Canossa, c'était pas là-bas, c'était au Mans, tout près. Nous allions essayer d'amanouer le couple, je l'appelais le couple infernal, monsieur et madame Richter. Il n'était pas question pour le département et pour l'aura du département de se couper de ces gens qui régnaient un peu sur la bibliothéconomie de l'époque. Je vous laisse conclure, monsieur Berkovicius, excusez-moi. Hein? Je vous laisse conclure. Oui, je disais bien qu'il fallait savoir énormément. Hein, parce que ça, c'était la difficulté initiale avec l'option documentation. L'autre option, le journalisme, on était plus à l'aise. Je veux dire, on savait à peu près où on allait et ce que l'on faisait. Le problème, c'est que l'on n'avait rien. Le problème, c'est que la profession était à l'aube de sa mutation, c'est-à-dire que l'informatique allait tout changer et tout bouleverser dans les relations de travail et dans les modes de travail, et qu'il fallait s'équiper. Or, qui dit s'équiper, disait argent. L'argent, il n'y en avait pas. C'est là que ça a été entrepris, la longue histoire du département et de ses techniciens, qui, grâce à eux, a fini par survivre. Ce fut, je pense, quelque chose d'héroïque qui mériterait, mais là, on ne peut pas le faire, un véritable développement. Ce que je voudrais dire, parce qu'on ne pourrait pas conclure sans cela, c'est que la grande bataille qui a été menée, c'était la bataille de la carte de presse, ou plutôt de la reconnaissance de ce département comme un organisme officiel, reconnu par la profession, comme quoi les gens qui en sortaient étaient vraiment des journalistes. À l'époque, il y avait 7 écoles qui formaient au journalisme, 5 qui ne posaient pas de problème sur la reconnaissance, et puis les 2 petits IUT, Bordeaux et Tours. Bordeaux jouait sur une ambiguïté fabriquée par M. Robert Escarpi, qui avait replié la licence reconnue de journalisme de Bordeaux sur l'IUT. C'était reconnu de fait. Et puis nous, qui étions le grain de sable qui arrivions et qui voulaient bien faire sa place. Ça a été un long combat, marqué par des épisodes rocambolesques, notamment dans l'action des étudiants. On les comprenait, mais quelquefois, ça nous embêtait bien parce que ça venait pour perturber tout ce que l'on faisait. Et il a fallu attendre 1981 pour que Pierre Fresneau des Ruelles se voit enfin offrir de signer la charte qui reconnaissait l'IUT de Tours comme une école de formation professionnelle reconnue par la profession. Cela entraînait l'argent de la TVA, de la taxe d'apprentissage, les stages rémunérés, l'intervention des professionnels dans l'enseignement, bref, tout ce sans quoi le département n'aurait pas pu vivre. Aujourd'hui,
il a survécu, c'est un petit miracle. Il est devenu ce que vous savez qu'il est devenu. Souhaitons-lui bon vent en espérant, et c'est ce que me disaient hier les étudiants, en espérant que nous conserverons cet élargissement du recrutement vers les classes sociales qui n'était pas apparemment faite pour cela. Presque tous hier spontanément m'ont dit merci de nous avoir permis d'accéder à ce à quoi nous n'aurions jamais accédé autrement. J'espère que cela continuera. Merci. Je laisse la parole à Madame Claudine Chapon, qui a été secrétaire pédagogique du département carrière sociale, puis responsable de services administratifs, puis responsable administrative, finance, RH. À vous. Merci. Donc, moi, Claudine Chapon, effectivement, je suis, comme mes voisins, un petit peu une ancienne de l'IUT, puisque j'ai commencé en 70. Je suis arrivée à l'IUT de Tours. Je ne connaissais pas du tout l'enseignement supérieur. J'arrivais d'une petite commune du Loiret. J'ai passé un concours externe et j'ai été nommée à l'IUT. Parce qu'à l'époque, on était nommé, effectivement, à l'IUT de Tours. L'université n'était pas encore... n'existait pas, entre guillemets. Donc, j'ai été nommée à l'IUT. Je suis venue me présenter, j'ai été reçue par Monsieur Lagoutte, qui était le secrétaire général de l'époque, et j'ai découvert ce monde, pour moi, un peu particulier, milieu universitaire, des enseignants, des étudiants, enfin voilà, c'était toute une période. Alors, simplement pour vous dire que j'ai quand même parcouru quelques années à l'IUT, puisque j'ai travaillé à l'IUT pratiquement 40 ans, dans différents secteurs. Donc, effectivement, 70, pendant 7 ans, je suis restée secrétaire pédagogique du département carrière sociale. J'ai quitté pour le second degré pendant 5 ans. Je suis revenue après avoir découvert un nouveau métier, les finances, puisque j'ai travaillé dans le second degré dans une agence comptable après la nomination sur des concours de catégorie B. Et quand je suis revenue, j'ai pris le poste d'antenne financière de l'IUT. Donc un nouveau parcours, avant de passer à nouveau un concours et d'être cette fois nommée sur le poste du service du personnel de l'IUT. Et ensuite, responsable administrative. Donc ce parcours m'a permis de prendre cette fonction de responsable administrative avec Robert Couder, directeur en 98, parce que j'avais effectivement un parcours assez riche dans différents secteurs. Et c'était quand même très, très favorable à la réussite de ce poste. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Alors, pour revenir à 70, c'est quand même ce qui nous intéresse. Quand je suis arrivée, maintenant, en rigolant, on parle un peu des IUT des champs et des IUT des villes. Il faut dire que l'IUT de Tours, à rue du Pont-Volant, était un peu un IUT des champs, puisque quand je suis arrivée à l'IUT, c'était la campagne, encore. Nous n'avions pas le pont Mirabeau, il était en début de construction, il n'y avait pas de quartier de l'Europe, il n'y avait pas le boulevard, il y avait... on allait se promener le midi, il n'y avait pas le Crous, il y avait effectivement le terrain des sports qui existait, il n'y avait pas le Crous encore. Comment ? Oui, il y avait le cimetière. Ça, c'était incontournable. Ils n'avaient pas pu le déplacer. Malheureusement, ça avait été une demande peut-être du directeur de l'IUT à l'époque, mais ça ne s'est jamais fait. Donc voilà, si vous voulez, c'est vrai qu'on était à la campagne. Le midi, on allait manger avec les casse-croûtes dans les campagnes avant que toutes les maisons soient abattues. Parce qu'en fait, c'était le quartier quand même Saint-Symphorien. De l'autre côté, vous aviez Saint-Radegonde. Et c'était un village, quoi. Enfin, on avait des petites maisons. Je veux dire que quand on voit maintenant le quartier de Montconseil, ça fait peur, quoi. Enfin bon, c'est autre chose, quoi. Enfin bon, voilà. Il faut imaginer. Je vois quelques collègues qui ont connu comme moi à l'époque. Alors à l'époque, on était jeunes, n'est-ce pas ? Nous avions, je parle de certaines collègues ici, on avait quoi, 19 ans, 20 ans. La majorité, c'est peut-être 30 ans pour certains enseignants. C'était des équipes d'enseignants jeunes. Moi, je suis arrivée, donc l'IUT, on travaillait les secrétariats pédagogiques, parce qu'à l'époque, en 70, il y avait 4 départements, carrière sociale, infocom. Et donc moi, quand je suis arrivée, c'était en pleine sélection. Je suis arrivée mi-septembre 70. Monsieur Lagoutte m'avait dit, vous allez travailler en carrière sociale. D'accord, je veux bien. C'est quoi, carrière sociale ? Je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, monsieur Ribarin, qui était chef du département à l'époque, il y avait 5-6 enseignants en poste.
postes dans ce département, et c'était les sélections pour les candidats, parce que la rentrée se faisait pas début septembre, se faisait beaucoup plus tard, et en mi-septembre on faisait les sélections pour le département. Donc faire des groupes, des psychologues, des animateurs, voilà, pour moi c'était nouveau, mais bon, alors il y avait 4 secrétaires pédagogiques, à peu près, on avait tous le même âge, à peu près l'âge des étudiants. Bon, voilà, c'était sympathique, il y avait une bonne ambiance. Très rapidement, là, à l'époque, on était dans le bâtiment A. C'est-à-dire le bâtiment administratif où il y a la direction encore, puisque le bureau du directeur était déjà le même à l'époque, le bureau de Monsieur Luthier. Monsieur Luthier, on ne le voyait pas beaucoup, puisque nous, on avait les pathos, parce qu'à l'époque, on nous appelait les pathos, personnel administratif, technique et ouvrier de service. C'était assez particulier. Le P a été très rapidement supprimé, donc on est devenu les athos, après on est devenu les IATOS, et maintenant on est des BIATS, enfin l'université est des BIATS. Donc voilà, donc pour vous situer un petit peu, donc c'était Monsieur Lagoutte, le grand chef à l'époque, qui nous impressionnait. Donc nous les jeunes, alors on a déménagé très vite, après le bâtiment A, on a déménagé très vite au 4e étage pour carrière sociale, puisqu'en fait le bâtiment E, c'était un étage par département. Carrière sociale était au 4e, et nos voisins, qui étaient vraiment adorables à l'époque, c'était l'audiovisuel. Donc l'audiovisuel, Monsieur Berkovicius en a parlé, c'est vrai qu'il y avait 3 techniciens à l'époque, je crois, et on était très proches, puisque nous on était côté, alors je ne sais jamais si c'est le nord ou le sud, côté sud, et côté nord c'était l'audiovisuel et les laboratoires de langue, mais on était très proches. Alors pour la petite histoire, sachez que en carrière sociale, à l'époque, il y avait des ateliers. Il y avait des ateliers de poterie, des ateliers de vannerie, de la peinture, de l'expression corporelle, de la musique et du sport. Nous avions à l'époque un enseignant de sport qui s'appelait Monsieur... Alors, moi j'ai connu Monsieur Brandt, je ne sais pas s'il y en avait un avant, mais Monsieur Brandt, je l'ai bien connu parce que... Et maintenant, on a Monsieur Porcheron, qui est Manu, qui est toujours là. Donc, en fait, c'est l'histoire. Il y a toujours eu un enseignant de sport en carrière sociale parce que nos étudiants étaient des sportifs, quoi, en fait. Ils ont toujours... Là, maintenant, ils jouent au rugby, ils jouent à beaucoup de choses. Mais bon, c'est vrai que l'atelier sérieux, il y a l'atelier poterie, nous avions un four. On avait investi dans un four et c'était très particulier parce qu'il fallait faire attention quand on faisait cuire de la poterie, quoi. Et la vannerie, et il y avait un monsieur important qui s'appelait de mémoire Monsieur Le Pape qui venait faire des cours de poterie, de dessin. Enfin, il faisait du dessin. Et bon, l'expression corporelle. Monsieur Leroux qui est là, je ne sais pas s'il s'en souvient. Dans la salle de musique, il y avait une salle de musique au rez-de-chaussée à côté de TC2A actuellement, donc puisque à l'époque c'était Bio qui était installé avant la construction du bâtiment G. Bio était au rez-de-chaussée, Infocom au premier, GEA, CPE au 2e, TC au 3e, etc. Et donc il y avait toutes ces activités, voilà. Alors les secrétaires pédagogiques devaient le samedi, on travaillait le samedi matin par roulement. Donc on était à l'accueil tous les samedis matins, on travaillait par roulement. Donc, une petite histoire quand même pour vous dire que pour les jeunes, là, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, bien sûr, vous savez, vous en doutez, en 70. C'est arrivé après, surtout les gros ordinateurs, surtout en GEA, c'était le lieu des ordis, mais c'était plutôt dans les années 80. En 70, on travaillait encore sur des machines à écrire mécaniques, des JAPI. Bon, la première secrétaire qui a eu une machine électrique, une IBM à boule, je la vois, elle est là, c'est Françoise Lehagre, qui était la secrétaire de Monsieur Luthier, privilégiée. C'est elle qui a eu la première machine à écrire électrique à boule, qui corrigeait, qui faisait des retours arrière pour faire de la correction. C'était extraordinaire. Bon, après... Je vous laisse terminer sur cette anecdote, Mme Chapon. Quelques minutes quand même, j'ai encore quelques mots à dire. Vous êtes déjà à 7 minutes par rapport à votre temps. Oui, d'accord, je me dépêche. Excusez-moi. Merci. Alors, très rapidement. Donc, on a eu des machines à écrire électriques, et puis après les ordinateurs sont arrivés plutôt dans les années 80. Donc moi, quand j'ai pris mon poste en 82, quand je suis revenue après le second degré en antenne financière, on travaillait à la main. À l'époque, c'était la comptabilité Garacès, avec toutes ces normes très très importantes. On avait une compta avec les comptes de la classe 6, mais avec plein de chiffres derrière, pour faire une comptabilité dite sans doute
analytique à l'époque. Hein. C'était lié aussi aux étudiants, au nombre d'étudiants et aux heures d'enseignement. Et on a connu les premiers ordinateurs à l'époque, c'était avec M. Miret, qui était à l'agence comptable, donc avec la comptabilité GFC. Donc voilà un petit peu. Alors juste aussi pour vous, un petit mot, hein, puis après j'en terminerai pour ces souvenirs. Hein, c'est un peu court, mais j'aurais plein de choses à vous raconter. Ça me revient au fur et à mesure que j'en parle. Finalement, il y a des choses qui reviennent. À l'époque, quand même, en 70, on a accueilli la présidence de l'université dans nos locaux. C'est-à-dire quand nous, on a déménagé du bâtiment A pour aller vers le E, c'est la présidence, M. Baudy, qui était là, l'agence comptable et le personnel, qui se sont installés dans nos locaux pratiquement, peut-être pas un an, mais presque un an, enfin 6 mois, jusqu'à la construction des tanneurs. Donc voilà, un petit peu d'histoire, mais bon, l'ambiance était quand même très agréable. Hein, donc les étudiants étaient peut-être un peu perturbateurs en carrière sociale, mais c'était fort sympathique. Bon, on a passé des bons moments avec nos voisins de l'audiovisuel. Hein, c'était très sympa. Il y avait une ambiance très sympathique. Il y avait des repas, on se retrouvait. Enfin bon, c'était bon enfant. Mais ça l'est toujours maintenant, hein, mais c'est autre chose. On est plus nombreux. Hein. Première année, il y avait 90 étudiants à l'IUT. Hein. Après, il y en avait 180, je crois, en 70. Donc, petit à petit, on est passé à maintenant 2000 étudiants. Donc, je vous remercie et je reviendrai vous raconter l'histoire plus tard. Hein. Sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur Robert Couder, qui a eu 2 casquettes à l'IUT. Il a été chef du département génie biologique et directeur de l'IUT. Donc, je vous laisse... Merci. Bon, alors, moi, je vais être obligé de sabrer un peu plus encore. Alors, simplement rappeler, pour commencer, 2-3 dates. Bon, 66, on l'a dit, c'est le décret Fouché qui avait pour objectif de donner une culture technologique aux bacheliers généraux, hein, et non pas de créer une filière d'accueil pour les bacs techno qui n'existait pas à l'époque. Hein. Mais aussi de faire réussir les étudiants qui étaient en difficulté. Et ça, je pense que l'IUT, c'est une mission qu'il a assez bien assurée. Alors, dans les IUT, ça a été dit, ont été créés en tant qu'institut, c'est-à-dire indépendants financièrement. Hein. Alors, bon, ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Hein. Les présidents des universités naissantes n'étaient pas tout à fait d'accord, hein, avec ce système. Hein. Et disons que cette autonomie s'est assez rapidement érodée. Hein, et elle s'est érodée avec la loi de 84, hein, il faut le dire, c'est-à-dire l'article 33 qui était brandi un petit peu partout, bon, il a disparu. Hein, voilà. Et puis, bon, il y a des ministres, dont un chef de gouvernement, ancien enseignant d'un IUT, qui a aussi une responsabilité dans l'affaire. Alors, ce que je retiendrai simplement donc, de cette période, c'est juste avant 81, il y a une ministre des universités, qui s'appelait Mme Alice Saunier-Cité, qui a aligné le service des enseignants de statut supérieur des IUT sur celui des composantes de droit commun de l'université. C'est-à-dire qu'avant, on faisait 384 heures et du jour au lendemain, on est passé à 192 heures. Voilà. Alors, bon, aujourd'hui, si vous voulez, bon, les choses ont bien changé et il est important aujourd'hui que les IUT soient des composantes à part entière de leur université. Alors, en ce qui concerne le département génie biologique, qui s'appelait au départ biologie appliquée, hein, donc, il a été créé en 70 et toutes les options dans la foulée, hein, c'est-à-dire ABB d'abord, en 70, 71 ça a été génie de l'environnement et puis l'année suivante ça a été diététique. Voilà. Alors, à l'origine, ça a été compliqué parce que l'IUT était fait pour être un IUT tertiaire, uniquement tertiaire. Hein. Donc, les choses, ça veut dire qu'il n'y avait pas de salle de prévu, il n'y avait rien de prévu, pas de locaux de prévu pour le génie biologique. Ce qui fait qu'on changeait de décor à peu près 3-4 fois par jour, hein, dans les laboratoires, hein, parce qu'il n'y avait pas de place. Les travaux pratiques de chimie, il fallait prendre la voiture et aller les faire à Grammont en chimie, par exemple. Hein, donc, c'était quand même une période un petit peu compliquée. Alors, ce département... Bon, du fait d'être secondaire, il est apparu aux yeux des collègues du tertiaire comme richement doté, hein, à la fois
en crédit d'installation et également en poste. Et il a excité un certain nombre de convoitises. Hein, avec la complicité d'ailleurs de la direction de l'IUT qui avait ouvert, André Berkovicius l'a rappelé, une option qui était très crédivore. Hein. Donc on appellerait ça aujourd'hui disons une sorte de geisha. Bon, l'université connaîtra sa geisha, mais beaucoup plus tard. Geisha, le service... Ah oui, oh là là. Écoute, fais ce que je peux. On ne peut plus parler comme ça aujourd'hui. On a pu. D'accord. Alors, toujours est-il que, comme dit le proverbe, donc à toute chose, malheur est bon. Hein, c'est-à-dire, ça a été une chance, finalement, pour le département, en particulier pour l'option diététique. Parce que comme on n'avait plus de crédit, on n'a jamais pu finir les cuisines. Hein, donc, et on a été obligé de signer une convention avec le lycée hôtelier Baillet, donc, où régnait à l'époque donc, une figure, un chef tourangeau qui s'appelait Charles Barrier. Voilà. Et cette convention a été reconduite régulièrement depuis. Alors, ceci étant rappelé, j'ai gardé, moi, du départ de la création de l'IUT, si vous voulez, en particulier du docteur Luthier, donc le sentiment qu'il avait envie que tout le monde se sente bien à l'IUT, hein, que l'IUT, donc, que les personnels soient intégrés, qu'il y ait un sentiment d'appartenance, hein, en particulier, bon, c'est le premier qui a créé la première cafétéria, par exemple. Hein, dans l'IUT. Voilà. Donc c'était un premier geste, si vous voulez, vers la cohésion sociale et la convivialité. Bon, c'est pareil, il y avait un séminaire d'accueil donc, qui se faisait à Zelferon, hein, ça a été cité tout à l'heure. Donc il fallait que tout le monde s'investisse, hein, il y avait tout à faire à l'IUT. Et je me souviens, donc, autour de la table, le directeur, il faisait sa petite enquête. Hein. Il demandait qu'est-ce que vous savez faire en cuisine, hein, êtes-vous bricoleur? Et moi, j'ai dit que oui, j'étais bricoleur. Alors bon, il m'a dit vous serez chargé de l'aménagement de ce qui sera le futur bâtiment génie biologique à la place du terrain de basket, ça a été rappelé. Hein, donc, et vous vous occuperez donc des paillasses, des étagères, des séparations, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette charge. Il a été rappelé aussi qu'il attachait beaucoup d'importance à l'hygiène et la sécurité. Et donc, c'est lui qui a eu l'initiative de créer la première commission d'hygiène et de sécurité de l'université, donc qui avait 2 membres, le professeur Guy Narcisse, qui est devenu plus tard directeur de l'Institut du médicament, et moi-même. Alors, bon, il faut dire que tout le monde faisait un peu n'importe quoi, il n'y avait aucune régulation à l'époque. Alors, donc... En ce qui concerne le département, il a rapidement pris ses marques, hein, d'autant plus qu'il y avait un moyen de promotion interne, si je puis dire, pour les enseignants, chercheurs, puisqu'il existait au CNU une section qui s'appelait la 50e, hein, donc, et qui était réservée aux enseignants, aux biologistes, simplement, hein, qu'aux biologistes. Alors, bien entendu... l'un des anciens directeurs, Jean-Pierre Berton, donc, faisait partie de cette commission. Et bien ça nous a ouvert les portes à tout un tas de commissions nationales, telles que le bureau de l'Assemblée des directeurs, les commissions pédagogiques, la commission consultative nationale, etc. C'est-à-dire qu'on a créé un vrai réseau. Hein. Il n'y avait pas qu'en bio que ça existait en Carsoc et ailleurs. Hein, voilà. Alors, j'ai beaucoup d'anecdotes, hein, bien sûr, à vous raconter. Vous pouvez en donner une, si vous voulez, monsieur. J'en ai pour 5 minutes, simplement. Ah bah. Donc, 5 minutes, c'est très très long, mais merci de... Je vais vous en raconter une toute petite. C'est... le directeur, il aimait beaucoup les tables Tourangelle. Hein. Donc, on est allé, à l'époque, la meilleure table, c'était Charles Barrier en haut de la tranchée. Donc, on y est tous allés, les personnels, on est allés là-bas, etc. Sauf qu'à l'époque, l'agent comptable, c'était l'agent comptable commun à l'université de Tours et d'Orléans. Hein. Et quand il a vu la note, il a refusé de payer. Alors, ce qui est bien qu'on est devenu persona non grata chez Charles Barrier, donc, et plus tard, et que le docteur Luthier avait eu une idée de génie, il avait ouvert un compte. Donc, il avait ouvert un compte bancaire, hein,
Et je dois dire que j'étais complice parce que j'avais la signature du chéquier. Alors pour terminer, puisque je suis obligé de terminer, donc je vais juste dire quelques mots sur ma période de direction de 98 à 2008. Bon, je retiens surtout, moi, l'ouverture des licences professionnelles, donc la création du CFA interuniversitaire, Région Centre, que j'appelais avec malice Robert Couder, qui est devenu le CFA CVL, donc, et surtout à cette époque, un bien meilleur suivi donc, des étudiants et une augmentation très significative de leurs membres. Et je termine enfin. Donc, je me souviens également, donc, sans être directeur à cette époque, mais je me souviens du discours enflammé de Jean Royer en 89, quand on a inauguré donc, le département de génie électrique. Bon, il avait prêté, la ville de Tours avait prêté des locaux pour mettre en place ce département, et il était vraiment un vrai soutien donc, de la technologie. Je le signale parce qu'il ne s'est rien fait depuis, donc en matière de création de département. Je vous remercie. Merci, Monsieur Couder. Je laisse la parole à Madame Bohennec, qui a été enseignante au département technique de commercialisation et qui va nous parler de sa découverte de l'IUT, du passeport culturel étudiant et enfin du Calder. Oui, en 1972, j'étais vacataire dans le département technique de commercialisation et j'ai été nommée ensuite, en 1973, dans les personnels du second degré mis à la disposition de l'enseignement supérieur. C'est le titre de mon poste. J'étais spécialisée en latin et en grec. J'étais vachement bonne en latin et en grec. Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas enseigné, sauf que quand des étudiants n'étaient pas sages en TC, je leur disais très bien, maintenant, tous les matins, de 8 à 9, vous aurez latin et de 9 à 10, grec. Ils étaient très sages tout de suite. Alors, je vais vous parler du Calder, d'abord. La création de l'IUT de Tours, bien sûr, ça donne lieu à la procédure du 1% artistique ou 1% culturel. Le directeur fondateur, Jean Luthier, a eu le courage de refuser le 1% culturel qui avait été proposé. Et un certain nombre de gens se sont dit, mais enfin, on a Alexander Calder, Sandy, à Saché. Il faut lui demander s'il est prêt à participer, à faire une œuvre qui serait le 1% culturel. Calder a évidemment accepté très, très fort, car... Non, je ne peux pas le dire. Si, parce qu'il avait proposé à la ville de Tours, dont le maire était Jean Royer, de lui offrir un Calder. Et Jean Royer n'aimait pas l'art contemporain et a refusé. Donc quand nous, à l'université, on a dit non, on voudrait un Calder, vous pensez qu'il a dit oui. Et le Calder a été... alors ça a été accepté par la Commission artistique nationale. Il a réalisé un stabile monumental qui est visible de tout le monde, que vous avez dû voir en entrant à l'IUT, un superbe stabile. Le projet a été approuvé le 24 avril 1973 et il a été installé en 1973 sur l'esplanade de l'IUT. Il a été prêté à la ville de Tours en 1997 pour 1 an renouvelable une fois. Il a fallu qu'en 2001, on crée une association de défense des intérêts patrimoniaux de l'IUT, dont j'étais la secrétaire, et qu'on fasse beaucoup, beaucoup d'actions pour arriver à faire en sorte que le Calder revienne en 2002 seulement, grâce à la ténacité des personnels et des étudiants de l'IUT. Et je voudrais remercier ici le président de l'université de l'époque, Jacques Gautron, qui a dû faire ce qu'il fallait pour que nous retrouvions cette œuvre d'art extraordinaire. Je vais parler d'une deuxième chose qui est vraiment une chose extraordinaire qui a été faite dans le département carrière sociale. C'est un enseignant titulaire, Alain Frébault, qui est à l'origine de cette création.
il voulait que les étudiants bénéficient des richesses culturelles des différentes institutions de Tours et de l'agglomération, que ce soit théâtre, musique, cinéma, art, sculpture, etc. Mais c'était un peu cher pour les étudiants. Donc, simplement pour ces étudiants de carrière sociale, il a pris contact avec les institutions pour obtenir que les étudiants aient des relations avec le département de l'IUT, mais aussi que les étudiants bénéficient d'un tarif privilégié pour assister au spectacle. Ça a été accepté pour le département, pour l'IUT. Et pour l'IUT, je crois peut-être tout l'IUT, mais ça, je ne suis pas sûre. Ensuite, Alain est devenu membre de la commission culturelle de l'université en 92. Il a présenté l'action qu'il faisait à l'IUT et la présidente de la commission, Danielle Guillaume, lui a confié la direction d'un groupe de travail pour voir s'il ne pouvait pas étendre ça à l'université. Ça a été fait rapidement. Après une année de travail en 1994, est né le passeport culturel étudiant qui bénéficie à tous les étudiants de notre université. Ça, c'était quand même pas mal. Enfin, je terminerai par le bonheur que j'ai eu d'enseigner en technique de commercialisation, même si j'ai fait aussi des cours en GE2I. Et oui, Jean. Il fallait enseigner les techniques d'expression écrite et orale. On ne savait pas ce que c'était. Heureusement, mon prof de grec m'a aidé en expression orale. Et puis, on a bénéficié du studio d'enregistrement numéro 1 et de ces techniciens. Heureusement qu'ils étaient là. Merci à vous, j'en ai vu tout à l'heure. Pour enregistrer les prestations des étudiants, ensuite leur montrer ce qu'ils avaient fait et déclencher un processus d'amélioration concernant l'expression orale. Pour le reste, je dirais voilà ce que j'ai aimé à l'IUT, et c'est valable pour tous les départements. Un enseignant est là pour permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances, ça c'est normal, mais aussi pour se former aux méthodes de travail. Et on a beaucoup insisté sur les méthodes de travail, et c'est ce qui fait la différence peut-être avec technique et technologie. Le T de IUT, c'est technologie. Réflexion sur les méthodes, recherche également sur les méthodes de travail. Et puis, chaque étudiant doit faire un stage, pas un petit boulot, en entreprise, pour mettre en application les connaissances et les méthodes. Stage obligatoire de 10 à 16 semaines. L'entreprise doit offrir une véritable mission à l'étudiant, mission en relation avec sa formation. L'étudiant bénéficie d'un double encadrement. Il a un maître de stage en entreprise, un enseignant à l'IUT, et le maître de stage et l'enseignant sont en relation constante. Et l'enseignant est là pour l'aider à rédiger, pas un compte-rendu, un rapport, voire un mémoire, qui est présenté ensuite devant un jury formé de professionnels et d'enseignants. Et avec ça, on a une bonne insertion professionnelle, plus une progression vers des postes d'encadrement ou la création d'entreprises. Et mon bonheur, je vais vous dire, j'ai plein d'étudiants qui m'arrêtent à Tours, moi je ne les reconnais pas, eux me reconnaissent, et ils me disent, après l'IUT, on a trouvé un job. Et puis maintenant, j'ai créé mon entreprise. Ou bien disent, mais maintenant, je suis cadre. Ça, c'est un bonheur inouï. Merci. Merci pour vos témoignages. Je vous laisse donner votre place à Madame Marion Hilot et Monsieur Ludovic Bertrand pour passer à la seconde table ronde.